internationale, l'actualité internationale, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Lorsqu'il pleut chez le voisin, il faut s'apprêter à ce qu'il peut y avoir incendie chez soi. Lorsqu'il y a un incendie chez soi, plutôt, on peut aussi dire qu'il peut y avoir incendie chez le voisin. C'est comme ça que ça marche. Et parfois en Afrique, lorsqu'il y a une instabilité quelque part, eh bien, ça se répand un peu partout. La preuve, c'est que depuis que la Libye a été déstabilisée, on voit le terrorisme se répandre un peu partout en Afrique. On voit beaucoup de foyers de conflit. Les armes circulent. Et l'un des pays les plus instables en ce moment, c'est le Mali qui nous intéresse, qui parfois engendre des railleries au Cameroun, où beaucoup parfois préfèrent jeter les échecs du Cameroun, de leur pays, de leur régime, au Mali. Mais cependant, les Maliens, ce sont des frères amis, et aussi c'est un pays qui a souvent eu à fonctionner sur le plan démocratique. Mais depuis un certain temps, il y a une certaine instabilité constitutionnelle avec ce qu'on peut considérer comme un deuxième coup d'État, selon les Occidentaux, après le premier qui est survenu il y a de cela 9 mois. Assimi Goïta est donc devenu le nouveau président, selon la Cour constitutionnelle, après avoir poussé le président qui l'avait lui-même installé et le Premier ministre à la démission. Et bien sûr, on entend des klaxons qui viennent de l'autre côté de la France, des États-Unis, de la communauté internationale, qui menacent des sanctions ciblées contre l'armée ou alors les colonels, les officiers supérieurs de l'armée malienne qui ont dû se débarrasser de ceux-là même qu'ils avaient placés pour la transition en attendant l'élection qui, selon eux, va se tenir en 2022. Ils auront donc 9 mois pour l'organiser. Entre-temps, comme on peut bien le constater, le président français, Emmanuel Macron, a critiqué et monté comme une balle de tennis pour dénoncer ce que lui a qualifié comme un deuxième coup d'État. Mais du côté du Mali, on ne voit pas cela de ce même œil et on ne l'entend pas de la même oreille dans la mesure où on dit que ce sont ces militaires qui, à la suite de la révolution populaire, ont dû prendre des responsabilités de se débarrasser de l'ancien régime. Il leur revient donc de conduire la transition, d'autant plus que lorsque, bien sûr, on voit ce qui s'est passé dans un autre pays, comme le Tchad, le 20 avril 2021, avec l'assassinat d'Idriss Déby, eh bien, c'est un conglomérat de généraux qui est monté au pouvoir avec, bien sûr, le fils de Déby. Ceci, il a été béni par la France et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a trouvé aucun intérêt ou aucune critique à faire par rapport à cette transition militaire, par rapport à ce coup d'État qu'il a rapidement acté en honorant de sa présence aux funérailles ou alors aux cérémonies qui étaient réservées à l'inhumation d'Idriss Déby. Il est donc hors de question, ou alors par rapport à la situation du Mali, on ne peut pas comprendre comment est-ce que la France, qui a accepté les militaires prendre le pouvoir au Tchad, n'accepte pas que les militaires s'installent également au Mali.
D'autant plus que les militaires tchadiens sont contestés par la rue tchadienne. Les militaires tchadiens ont tiré sur des populations qui ont voulu contester, manifester. Ils ont tiré à bout portant. Et bien sûr, les militaires tchadiens ne sont pas populaires. Parce que non seulement c'est une succession de père à fils, mais aussi les conditions de la mort d'Idriss Déby restent encore floues. Or, au Mali, l'armée n'a tué personne. Et d'ailleurs, le président et le premier ministre qui ont été nommés par la junte militaire ont été remis en liberté, même si la junte militaire dit aujourd'hui qu'ils seront jugés. Et par ailleurs, contrairement à la situation au Tchad, on constate néanmoins qu'au niveau du Mali, le peuple suit, puisque d'ailleurs, les militaires ont dit qu'ils allaient accorder le poste de Premier ministre à quelqu'un du mouvement révolutionnaire, du mouvement du 5 juin, donc le M5, qui pourra donc être le chef du gouvernement. Et cette main tendue a fait de telle sorte que la population descende dans la rue pour soutenir son armée. Peut-on donc être contre une population qui soutient son armée? Le vrai problème, selon ce que les observateurs peuvent constater, c'est que la France est en train de perdre la main parce que les populations qui sont descendues dans la rue scandaient également la bienvenue à la Russie et avec des slogans anti-français. La France, comme en République centrafricaine, est donc en train de perdre la main au Mali et risque de perdre la main presque dans beaucoup d'autres pays francophones. Mais est-il aussi question de se réjouir du départ tout simplement de la France et de l'arrivée de la Russie? La Russie peut-elle développer le Mali? Peut-elle développer l'Afrique francophone et particulièrement ceux-là qui se disent panafricanistes et qui se disent que Poutine est le meilleur leader? On en doute, puisque, bien sûr, lorsqu'on a vu la Chine arriver en Afrique, nous, Africains, avons dansé de la même façon, disant que nous étions en train de sortir du joug colonial et que certainement la Chine allait développer nos pays. On se retrouve aujourd'hui, après des décennies, que la Chine n'a pas développé l'Afrique, même si certains peuvent dire que c'est un peu ce qu'on peut appeler le gagnant-gagnant, mais ce gagnant-gagnant est aussi en train de mettre à mal ce qu'on peut même dire l'indépendance de l'Afrique et aussi son avenir, parce que les ressources, les matières premières sont pillées par la Chine. Les terres d'Afrique sont actuellement occupées par des Chinois. Et de surcroît, on se rend compte que l'amour que les Africains portent aux Chinois n'est pas proportionnel à ce que nous constatons là-bas en Chine, ou d'ailleurs par rapport à la pandémie du Covid, on a constaté que les Africains étaient pourchassés comme des animaux en Chine. Alors, faut-il sortir d'un maître à un autre? Faut-il attendre à ce que Poutine vienne libérer l'Afrique? Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Cette formule, en géopolitique, tout le monde le sait et tout le monde la récite. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que, lorsque la Russie viendra, elle nous fera des cadeaux. Peut-être elle fera des cadeaux aux dictateurs, parce que d'aucuns pourront dire, puisque Poutine peut rester jusqu'en 2036, qu'eux, ils peuvent aussi rester au pouvoir jusqu'en 2050. Mais par ailleurs, lorsqu'on essaie de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la France est aussi en train de se repositionner dans d'autres pays africains. C'est ainsi qu'on peut constater que Emmanuel Macron a eu à se déployer maintenant dans d'autres pays
qui ne sont pas du précaré français. C'est ainsi qu'il s'est rendu non seulement au Rwanda, mais aussi, il faut savoir, l'Afrique du Sud, le Nigeria. C'est des puissances. C'est pour dire aujourd'hui que la France est aussi en train de diversifier un peu au niveau de la diplomatie. C'est aussi une façon de voir que les États africains, véritablement francophones, devraient aussi s'interroger sur la place qu'ils peuvent avoir auprès de la France. La France n'a jamais eu à accorder autant d'intérêt à un pays d'Afrique francophone ou un dirigeant. Nous avons pu le constater. Emmanuel Macron, qui avait déjà reçu Kagame en 2018 à l'Élysée, avait promis qu'il allait faire quelque chose par rapport au génocide. Et Emmanuel Macron s'est déplacé pour aller au Rwanda. Il a été accueilli au pied de l'avion par un ministre, chose inédite, lorsqu'on sait que chaque fois qu'un président français est venu en Afrique francophone, eh bien, c'est le président de la République, avec son épouse, tous ses ministres, avec du tam-tam, qui sont là pour se mettre à genoux. Mais, lorsqu'on voit l'attitude de Paul Kagame, on voit effectivement que, devant Macron, il parle d'égal à égal. Combien de chefs d'État d'Afrique francophone peuvent parler d'égal à égal à Emmanuel Macron? Presque personne. Puisque même le plus vieux, Paul Biya, a dû se déplacer, quitter du Cameroun, pour aller rendre compte à Emmanuel Macron du dialogue, du grand dialogue national qu'il a organisé. Le même Emmanuel Macron n'a pas pris de gants pour déclarer en Mondovision que j'ai demandé à Paul Biya de libérer Maurice Kamto. Emmanuel Macron peut-il tenir un tel discours devant Paul Kagame? Que non. Parce que Paul Biya, bien que vieux, a préféré dire devant les chefs d'État français qu'il était le meilleur élève de la France. Et quand on est élève, il y a donc un maître, il y a un professeur. Avec Paul Kagame, il n'y a pas de professeur. Pourquoi? Parce que le Rwanda a réussi ce qu'on appelle la démarche dans le leadership. Sur le plan non seulement économique, mais aussi géopolitique. Le Rwanda sort de ce qu'on peut appeler une guerre fratricide, un génocide qui a été fait avec la bénédiction de la France. Mais le Rwanda n'a jamais voulu plier son genou devant la France. Parce que Paul Kagame, alors que le régime d'Abiyarimana était soutenu par la France, donc François Mitterrand, eh bien, Paul Kagame s'était dressé contre Paris, s'était dressé contre l'empire colonial. Et il a réussi à dégager la France, à bouter la France hors du territoire. C'est donc encourageant. Il n'a jamais fait des universités en France. Son pays n'a pas toutes les matières premières que les pays francophones peuvent avoir. Son pays sort de ce qu'on peut dire l'une des crises les plus graves du XXIe siècle, le génocide Tutsi, qui a provoqué entre 800 000 et 1 million de morts. Mais aujourd'hui, le Rwanda
Petit pays de 26 000 km². C'est-à-dire, le Rwanda ne vaut même pas une région du Cameroun, voire un département. Mais aujourd'hui, le Rwanda est devenu, lorsqu'on essaie de regarder le plan de développement, l'indice de développement humain, le Rwanda, en 2015, est devenu premier au monde. Premier, en 2015. Quand on essaie de regarder, aujourd'hui, la croissance, malgré le Covid, malgré tout ce qu'on peut voir en Afrique, que les autres sont en train de mendier, de pleurer, d'aller s'endetter, le Rwanda, lui, a eu une croissance de 10% et puis 8%. Ce qui est incroyable. Lorsqu'on essaie de regarder même la gouvernance, le Rwanda qui pourtant est dirigé par quelqu'un qu'on peut qualifier de dictateur, puisque Paul Kagame, généralement, est un peu allergique à l'opposition, mais surtout, il faut savoir qu'il est beaucoup aimé par son peuple. Le Rwanda est donc, même si les Occidentaux disent une dictature, on peut dire ça, une dictature éclairée. Puisqu'au niveau de la gouvernance, de la transparence, le Rwanda occupe la 7e position au monde. Lorsqu'on voit donc un dirigeant comme ça, vous ne pouvez pas voir au Rwanda un ministre qui vole des milliards comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, comme au Gabon. Paul Kagame te met immédiatement en prison. Vous ne pouvez pas voir au Rwanda un ministre qui détourne l'argent du Covid. Paul Kagame te met immédiatement en prison. Vous ne pouvez pas voir au Rwanda un ministre qui vient acheter des maisons en France, aux États-Unis. Paul Kagame te met immédiatement en prison. Ça fait qu'aujourd'hui, ces fuites de capitaux, on ne peut pas les voir au Rwanda. Or, en Afrique centrale, vous allez entendre que rien que la famille Bongo, c'est 37 appartements qui sont achetés ou en France. Vous allez entendre qu'Obiangema, lui aussi, il a tellement acheté qu'on ne peut même plus compter. Mais c'est ceux-là, les Paul Biya, qui ont acheté ici, à Neuilly, avec leurs fils à Monaco, qui sont venus mettre tout l'argent du pays, ici, dans les banques occidentales. C'est ceux-là qu'on appelle en Afrique centrale les panafricanistes, selon certains médias. C'est des panafricains. Et du coup, Macron les tient par la bourse. Macron les tient par des intimidations. La France les tient comme une manivelle et peut actionner tout ce qu'elle veut. La France n'a pas les possibilités aujourd'hui d'actionner le Rwanda parce que Kagame a su propulser le Rwanda par devant et ne pas se mettre à la remorque de la France. Beaucoup disent souvent, c'est la France qui fait les coups d'État. Oui. C'est la France qui organise la misère. Oui. Mais ce sont des pleurés. Puisque Kagame s'est retrouvé avec les Tutsis, qui d'ailleurs, depuis 1959, étaient obligés de se réfugier soit en Ouganda, soit en Afrique du Sud. Mais ils ont été courageux. Et même quand le génocide déclenche, le 7 avril 1994, eh bien, la France, qui déjà soutenait l'armée rwandaise, qui soutenait les milices, qui avait envoyé également non seulement des formateurs, des instructeurs, mais même des combattants sur le sol rwandais, avait aussi envoyé des armes le 8 avril 1994 pour perpétrer ce génocide-là. Mais le courage de Kagame
a fait de telle sorte que lui et les siens ont réussi à vaincre la France. Aujourd'hui, c'est la France qui vient dire, qui vient reconnaître son implication. Oui, devant le mémorial du génocide, où sont enterrés 250 000 Rwandais, on a vu Emmanuel Macron qui a reconnu l'implication accablante de la France. Même si la France n'a pas demandé pardon, tout au moins, elle a fait profil bas. Tout au moins, elle a accepté ses erreurs. Tout au moins, elle a ouvert les livres ou alors les secrets qui étaient dans ses armoires. La France a donc respecté Kagame. Macron respecte Kagame. Macron considère Kagame comme un leader. Et d'ailleurs, on l'a vu, qu'il soit devant Angela Merkel ou devant n'importe quel grand du monde, Kagame est respecté. Mais les chefs d'État africains, francophones, chacun va vous dire qu'il est diplômé. Il a le doctorat des universités de Paris, qu'il sait parler français plus que n'importe qui. Mais ils sont quoi? Leurs pays sont endettés, pauvres. Leurs pays, aujourd'hui, Macron ne les invite même plus, même à Paris. Parce qu'il a vu qu'ils ne servaient pratiquement à rien. On va rire, on va dire que la Russie viendra. Mais ces chefs d'État africains, même si c'est Dieu qui arrive, ils ne vont pas développer leur pays parce qu'ils n'ont pas l'esprit de leadership comme Kagame. Kagame aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir, oui, la France arrive au Rwanda. Mais la France sait qu'elle va profiter au Rwanda, tout comme aussi le Rwanda sait qu'il profite. Mais regardez, les dirigeants africains, jusqu'à présent, ils vont vous dire que non, c'est le franc CFA qui nous dérange. Pourquoi Kagame n'utilise pas le franc CFA? Le Rwanda a sa propre monnaie, le franc rwandais. Et d'ailleurs, l'Afrique de l'Est voudrait former un blanc pour avoir ce qu'on appelle le shilling. Pourquoi le Rwanda n'utilise pas le franc français? Et pourtant, le Rwanda se développe. Et d'ailleurs, l'agence française de développement, l'AFD, a décidé d'accorder au Rwanda 78 milliards 880 millions de francs CFA. L'équivalent à peu près. Cette France accorde quoi aux pays qui utilisent le franc CFA? À part nos matières premières que nous partons livrer, notre pétrole, notre bois, notre diamant. Rien. Parce que nos leaders ne sont que des voleurs. Lorsque vous essayez de voir aujourd'hui, par exemple, le Rwanda va devenir la plus grande forte plaque financière d'Afrique vers 2024. Eh bien, c'est avec le soutien également, ou la coopération avec la France, qui va soutenir le Rwanda, et ça fera de telle sorte que tout ce qu'on peut appeler comme, bien sûr, les investisseurs internationaux vont passer par le Rwanda. Le transfert des technologies, c'est au Rwanda. Vous n'allez jamais voir Kagame dire que oui, je prends ceci et je... Non, il vous dit, vous venez ici, les ordinateurs, on les fabrique au Rwanda. On monte les voitures au Rwanda. On fait ceci au Rwanda. C'est ce que l'on appelle le leadership. Et ça manque aux dirigeants africains, francophones. Aujourd'hui donc, le Rwanda se positionne devant tous ces faux États que nous avons, ces faux dirigeants, ces faux ministres.
Quand vous arrivez au Rwanda, mais il n'y a pas un bout de papier par terre. Vous voyez comment est-ce que l'écologie est respectée. L'urbanisation est respectée. Vous regardez comment un peuple est organisé et on vous dit qu'il sorte d'un génocide en 1994. Paul Biya était déjà au pouvoir depuis combien de temps? Qu'est-ce que Paul Biya a fait pendant ce temps? Qu'est-ce que Idriss Déby, qui est décédé, a fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait pendant tout ce temps? Mais on préfère mentir au peuple que non, comme la France va partir là, on va venir avec la Russie. Le Rwanda n'a pas eu besoin de la Russie. Le Rwanda n'a pas eu besoin de la Chine. Le Rwanda n'a pas eu besoin même de la France. C'est la France qui a couru derrière le Rwanda. Vous vous rendez compte? En 2007, le Rwanda dit, nous, on va virer la langue française. Le Rwanda entre dans le Commonwealth. Alors que la langue française était bel et bien la première langue. Mais Kagame a dit, nous allons nous réorganiser. Ça fait de telle sorte que il est inscrit dans les programmes scolaires. Le Kinyarwanda, la langue locale, puis l'anglais, qui est une langue commerciale. Et puis le français vient en troisième position. Et puis d'ailleurs, il est en train de mettre bientôt le Swahili. Mais vous vous rendez compte, lorsqu'il s'agit de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'est-ce que Kagame fait? Eh bien, il ne demande rien à la France. C'est Macron qui part voir Kagame pour lui dire, nous offrons la francophonie, l'OIF, à une Rwandaise, à l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Vous voyez ça? Cela veut tout simplement dire que lorsque le dirigeant d'un pays se respecte, lorsqu'il travaille pour son peuple, il est respecté par les Occidentaux. Ce n'est pas la France qui nous méprise. Ce sont nos dirigeants qui sont incompétents, qui font de telle sorte que la France les regarde de haut. Puisque quand ils veulent parler devant la France, la seule chose c'est qu'ils doivent se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, ils donnent toutes leurs matières premières. Mais regardez donc l'exemple du Rwanda. Comment se peut-il que tous les pays d'Afrique francophone soient incapables de trouver une monnaie commune? Ils vont toujours accuser la France? Kagame n'utilise pas le franc CFA, il a été tué quand? Kagame est sorti du cercle français, il a été tué quand? Donc, ils sont comme des grands enfants. Et à partir de là, la France ne peut même pas venir se mettre à demander des excuses à ces vieux dirigeants. Vous vous rendez compte qu'un type comme François Fillon, il était arrivé au Cameroun. Il a même nié le génocide camerounais. Le génocide rwandais date de 1994. Mais la France a commis un génocide au Cameroun, où il y a aussi eu entre 400 000 et 800 000 morts. Dans les années 55, jusqu'en 71. Mais, est-ce que la France peut reconnaître cela? Parce que Biya, lui-même ne reconnaît pas les martyrs. Lui-même ne reconnaît pas les nationalistes. Quand on voit la statuette même de Oumyobé, allez, on la casse. Ce qu'il y a comme statue au Cameroun, eh bien, c'est Charles de Gaulle, c'est Leclerc, c'est ceci et cela. C'est des colons. Comment vous voulez donc qu'on vous respecte, que la France reconnaisse quelque chose? Or, avec Kagame, Kagame a été clair avec la France. Les relations diplomatiques ont été interrompues. Kagame a dit, je ne veux plus de vous. Depuis 2015, il n'y a pas d'ambassadeur français au Rwanda. C'est maintenant que Macron est en train de négocier pour avoir un ambassadeur français au Rwanda.
Mais est-ce que sans la France, le Rwanda n'a pas évolué? Bien au contraire. Le Rwanda a très bien évolué. Lorsque je vois donc certains vouloir toujours accuser la seule France, Macron a tendu déjà une perche. Que sortez du franc CFA, si vous voulez. Mais ils sont là, ils croisent les bras. Non, on a peur de la mort. On a peur de la mort. Oh, papa Macron, laisse-nous. Des vieux qui ont peur de l'enfant. Qui pourtant, je dis bien, si jamais on avait des présidents panafricanistes, que comme Macron a reconnu les crimes de la France en Algérie, et même avant de devenir président, Macron en 2017 avait quand même reconnu la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Là, il faut l'en féliciter, quoi qu'on dise. Parce que d'autres présidents français n'avaient jamais accepté cela. Mais lui, il a reconnu cela. On aurait pu profiter pour entrer dans la brèche. Au moins pour demander réparation ou au moins le pardon. Le pardon, ça fait au moins qu'enfin, vous puissiez vous parler sans ressenti. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, la jeunesse d'Afrique francophone, dont on dit anti-française, c'est pourquoi? C'est par rapport à la colonisation. Parce que nos dirigeants n'ont jamais voulu penser ses plaies. Pour penser ses plaies, il faut d'abord venir exposer ces blessures qui sont encore béantes. Et dont la France a une grande part de responsabilité. Le génocide au Cameroun, on devrait demander des dédommagements. Ou tout au moins le pardon, même si la France n'accepte pas la repentance. Regardez ce qui se passe avec l'Allemagne. L'Allemagne, vendredi, a demandé pardon par le touchement de ce ministre des Affaires étrangères à la Namibie pour le génocide qui a été fait là-bas entre 1904 et 1908. Parce que l'Allemagne avait colonisé la Namibie entre 1884 et 1915. Mais l'Allemagne s'était aussi comportée comme d'ailleurs la France. Parce qu'il y avait les Herero qui avaient leur terre. Eh bien, les Allemands, les colons, avaient pris les terres, avaient pris, bien sûr, le bétail, que c'était désormais à eux. Les Herero s'étaient révoltés. Et les Allemands avaient envoyé un général, Toréa, pour les massacrer. Il avait massacré à peu près 60 000. Parce que des femmes, des enfants mouraient dans le désert de soif, de faim. Même chose, quelques années plus tard, une autre tribu, les Nama, avait aussi voulu protester. L'Allemagne, dans la même façon, les avait aussi assassinés 10 000. Ça fait à peu près 80 000. On a même pris des crânes pour aller avec ça en Allemagne, ce qui d'ailleurs a inspiré parce qu'il fallait déjà montrer que le noir est inférieur au blanc. Et d'ailleurs, c'est ça qui a inspiré Adolf Hitler. C'est ça qui a fait qu'il méprise les nègres. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, qui avait d'abord commencé à demander pardon par le truchement de son secrétaire d'État aux affaires étrangères, a maintenant demandé officiellement pardon par le truchement de son ambassade, de son ministre des Affaires étrangères. Et le ministre a d'ailleurs annoncé qu'ils allaient dédommager, même pas dédommager, mais aider tout au moins à reconstruire ou à faire oublier, pas oublier, mais consoler les descendants des Herero et des Nama à hauteur de 1 milliard 100 millions d'euros. Calculez en France, c'est pas ce que ça donne. Ils ont dit qu'ils vont le faire pendant 30 ans. Voilà comment est-ce que ça se passe. Comme au Rwanda, on a respecté,
Bien sûr, Paul Kagame, Macron l'a respecté. L'Allemagne aujourd'hui vient se repentir parce que exactement, la Namibie a aussi dit, nous allons faire une guerre diplomatique avec l'Allemagne. Mais la Namibie, c'est quoi devant la première puissance européenne? Quelle Allemagne? Mais les dirigeants, ils ont été courageux. Ils sont allés avec l'Allemagne au bras de fer. Parce que c'est ça l'histoire. Mais nos dirigeants, non, on tue les gens, on a tué nos parents, on a tué nos arrière-grands-parents, et les billets disent qu'ils sont les meilleurs élèves de la France. Ils attendent quoi? Ils attendent de l'aide. Ils vont mendier l'aide. Donc voilà, des choses qui aujourd'hui, que ce soit en Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire, et surtout au Cameroun, on doit cesser de pleurnicher. Vous ne pouvez pas continuer à pleurnicher devant votre bourreau. Il faut s'imposer. Et pour s'imposer, il faut soi-même se respecter. Il faut être digne, il faut être intègre. Pas que vous volez et vous venez vous réfugier en France, après vous partez dire au peuple que non, ils veulent nous tuer. C'est la France qui vole tout. La France vole tout? C'est la France qui a volé l'argent de la canne? C'est la France qui a volé l'argent du Covid? C'est la France et les grandes puissances qui provoquent des détournements. En 5 ans, de 9 900 milliards au Cameroun. Nos dirigeants sont comme des souris. Nos dirigeants ne valent pas de la peine et sont méprisés. Voilà la réalité.